Bien, merci beaucoup. Donc je vais en effet, à partir de ce titre un peu emphatique et très ambitieux, faire une petite approche simplement à partir d'un élément qui aurait à voir avec ces trois moments. Donc il ne faut pas s'attendre à une longue théorie, mais une chose plus précise à partir de cette idée que je vais expliciter au fur et à mesure. Et en effet, on peut se demander si la critique est par nature et définition une pratique se développant dans ce que l'on nomme précisément un acte critique. Il faut alors en tirer les conséquences relativement aux autres champs pratico-moraux et pratico-sensibles sans la réduire à ce que l'on pense être désormais son seul domaine de compétence, l'art ou les arts, comme si ces derniers évoluaient dans une sphère à part, indépendante, éthérée. Ainsi entendu, l'acte critique porte en lui d'autres traits définitoires, à commencer par sa composante criticiste, c'est-à-dire l'autocritique des enjeux de la critique, et penser que cette dernière consiste uniquement à comprendre, analyser, interpréter les œuvres, est alors essentialiser l'un de ces moments historiques que fut l'autonomie de l'art pour la rendre paradoxalement transhistorique, ce qui empêcherait ou minorerait de facto toute possible critique. Un tel concept transhistorique peut-il être dès lors critiquable ? Les arguments que l'on pourrait avancer étant par nature contextuels et situés, on ne voit pas qu'ils puissent atteindre efficacement ce qui se trouve hors de toute historicité. Ajoutons à cela une relation privée à l'art, pourtant liée à la construction historique du sujet, d'où surgira le subjectivisme. Or, au sens traditionnel et courant, la critique d'art ne peut plus être et ne saurait être une relation quasi-solipsiste entre un sujet et un objet, relation individuante coupée des sphères sociopolitiques, éthiques et morales. Certains auteurs, tels Gérard Genette, peuvent ainsi défendre hardiment un hypersubjectivisme, c'est le terme de Genette, comme si la relation critique se déroulait seulement entre un sujet et l'œuvre, ou encore dans une relation entre une communauté en général et l'œuvre. Voilà déjà un problème bien singulier, un hypersubjectivisme du général, autrement dit non partageable par tous, le général n'étant pas l'universel, ni à visée universelle. Une manière de soulever l'épais voile de croyance nous ayant caché une bonne part de la réalité effective et pratique consisterait à reconstruire l'histoire même du concept de critique depuis son apparition au XVIIIe siècle. Chose réalisée partiellement dans les diverses histoires de la critique, mais oblitérant souvent une histoire parallèle, celle de la critique sociale, plus exactement ce que la critique d'art véhicule de critique sociale, et qui est volontairement étouffée, souvent par ceux-là même qui réclament une totale liberté d'expression. Diverses conjonctions peuvent expliquer cette continuelle mise à l'écart, la pure autonomie de l'art, l'apparition dans le romantisme allemand d'une volonté d'esthétisation du monde, de la philosophie et de la politique, la naissance de la pensée bourgeoise et sa relation à l'art compris comme délassement, l'émotivisme, condensé dans la célèbre formule de Hume affirmant que la raison est l'esclave des passions, le relativisme et le pluralisme, la montée de l'utilitarisme et de l'individualisme méthodologique. Ces multiples modalités, ensemble ou séparément, constituent aussi assurément des avancées dans le domaine de l'esthétique, mais leur point commun est la défiance à l'égard de la raison, voire sa simple négation en la substituant par l'irrationalisme ou désirrationalisme. La voie empruntée par une certaine modernité antirationaliste nous a menés lentement mais sûrement sur une pente glissante, au point de nous faire tomber dans une radicale scission. L'art n'a rien à voir avec la réalité sociale. Ce discours contre la raison et les raisons était bien critique en un sens, mais s'auto-contredisait en manquant son moment criticiste, dans la mesure où il était aveugle au fait que critiquer la raison relevait encore de la raison et des raisons. Le rejet du moment criticiste se trouve théologiquement dans le refus de la raison réflexive en tant qu'elle relève de l'exercice de la raison au sein d'interactions sociales ayant en vue la liberté de juger, notamment la liberté de juger ce que d'autres nous proposent. Juger les autres jugements est une condition de l'acte critique. Lorsqu'en 1747, dans ce qui est considéré souvent comme le premier texte de critique moderne, Lafond de Saint-Étienne déclare que chacun est libre d'emporter son jugement, de porter son jugement. Il annonce autant l'espace public, tous peuvent juger, que la liberté d'exercer notre esprit critique, deux moments à réaliser simultanément si l'on veut être libre de juger et juger librement. Dans ces trois critiques, Kant théorisera l'idée de criticisme, et il faut souligner que dans la critique de la faculté de juger, souvent tenue pour un essai sur la critique du jugement adaptable à l'art, par exemple chez Clement Greenberg ou Jean-François Lyotard ou Thierry Deduve, le philosophe, Kant,
insiste fortement sur la liberté humaine comme étant à l'origine de la critique, mais aussi comme sa finalité. Se dégageant de toutes sortes d'autoritarisme et de transcendance, la critique vise rien moins que la liberté humaine, laquelle est aussi bien liberté morale que liberté politique ou scientifique, liberté éthique ou esthétique. C'est ici l'occasion de réaffirmer, en ces temps tragiques et funestes, que les principes républicains auxquels adhérait Kant sont totalement solidaires de la critique. Liberté de la critique, autonomie de la pensée, égalité de la critique, tous peuvent juger, fraternité de la critique, le respect d'autrui, même dans le désaccord. Le fait est qu'une bonne part de ces principes, qu'il y ait sociopolitique, raison et esthétique, furent délaissés au profit d'une dérationalisation progressive de cette même raison, une sorte de d'évidement de la réflexivité, et conséquemment d'une autonomisation excessive de l'esthétique. Sans pouvoir retracer ces divers découplages, disons au moins que l'irrationalisme que l'on retrouve tout au long du XXe siècle et de nos jours tient à ce que l'on sépare radicalement autonomie de l'art et fait social, que l'on refuse l'argumentation critique pour lui préférer le subjectivisme, que l'on maintient la dichotomie des faits et des valeurs et conséquemment le relativisme des valeurs. Alors comme je ne peux pas tout traiter, je vais m'intéresser principalement au lien entre liberté critique et liberté morale. Le fait de critiquer librement n'est pas exempt de règles, de normes, de pratiques qui nous engagent, de faits et de gestes et d'attitudes dont nous sommes responsables. Mais l'illusion de la pure autonomie de l'art est si puissante que l'on en vient à considérer que si tout est possible en art, tout est également possible dans la critique. L'art n'engageant à rien, nous dit-on, la critique de l'art et en art n'engage pas plus celle ou celui qui l'énonce que la critique soit positive ou négative. Or, si critiquer en art relève bien de certaines spécificités et règles, de champs définis d'argumentation, donc d'une relative autonomie, on ne saurait le couper du fait social, de ce à quoi il est fait inévitablement référence. Qu'il s'agisse des pièces de Romeo Castellucci ou de Rodrigo Garcia, du Quichotte de Cervantes, des films de Lars von Trier, de Eminem, de Jean-Sébastien Bach, de Marina Abramovic ou de Anna Mendieta, aucune œuvre d'art n'est neutre. Dans la mesure où les œuvres d'art ne sont pas axiologiquement neutres, il est de leur impossible d'énoncer une critique dont les valeurs ne seraient pertinentes que relativement aux œuvres. Trop souvent, la critique place les œuvres sous une cloche protectrice à l'abri de toute atteinte, comme pour les empêcher d'être contaminées par les enjeux sociopolitiques, éthiques ou moraux, ce qui est par là même une preuve de non-neutralité axiologique. Lorsqu'Adorno, dans son esthétique, défend l'idée que l'art est autonomie et fait social, cela dans une relation dialectique où l'un des termes est irréductible à l'autre, n'est pas un simple jeu de reflets, on saisit mieux son concept de teneur de vérité, c'est Wahrheitsgehalt en allemand, en tant qu'il cristallise les valeurs artistiques et les valeurs sociales, comprises ainsi comme interdépendantes. Ce chemin dialectique est étroit qui passe entre le refus de moralisation de l'esthétique et de l'esthétisation de la morale, de politisation de l'esthétique et d'esthétisation du politique, ou encore entre la relative autonomie d'une normativité esthétique et la critique d'une normativité sociale qui peut être répressive ou négatrice. Marge de manœuvre d'autant plus difficile que l'autonomie morale ne peut être intégrale et absolue, ni la critique détachée de cadres normatifs. Dans les deux cas, l'inscription dans des cadres préalables de normes, de valeurs et de règles est ce qui permet autant la critique de ces cadres que les raisons de la critique, et réagir et lutter contre les diverses censures à l'encontre de l'art contemporain doit se fonder sur des raisons, des arguments, une rationalité propre à l'esthétique, donc à des spécificités, des règles et des normes, auquel cas, si nous ne le faisons pas, ce serait réagir par moralisme, intuition, croyance indémontrable, affectivité exacerbée, ce qui est précisément le ressort des censures de tous bords, relevant de l'indicible et de l'inexprimable, d'habitudes sociaux si intégrés qu'ils sont appréhendés comme naturels, voire l'expression éternelle de la nature humaine. Et selon cette logique, tout récemment, une association catholique, c'était hier, a réussi à faire annuler le visa d'exploitation du film d'Abdelatif Kechiche, La vie d'Adèle. Donc cette forme de naturalisation explique que l'on peut verser dans l'autocensure plutôt que de recourir à l'autocritique, laquelle est, contrairement à la première, libératrice, car réflexive sur les conditions mêmes de la liberté d'être exercée. Ce sont l'autonomie morale, la liberté et la réflexivité du sujet qui ont permis simultanément la formation du sujet critique. La critique n'est donc pas un ajout externe et ultérieur à la liberté morale, elle lui est inhérente. Dans la ligne de la théorie critique de l'école de Francfort, mais profondément renouvelée, le philosophe contemporain Axel Honneth a repensé à nouveau frais
ces concepts de liberté et de critique, qui, bien que n'explorant pas le domaine de l'esthétique, sont très éclairants sur les liens entre liberté morale et liberté critique, les deux instances s'étayant mutuellement. Dans ce que Social veut dire, et un autre livre qui s'appelle Le droit de la liberté, qui sont des livres récents, il procède à une reconstruction autant généalogique que conceptuelle du passage de la liberté négative à la liberté réflexive. La liberté négative consiste à ne pas être contraint, forcé par autrui ou quelque instance qui vient s'immiscer dans mes actes et mes pensées, qui est ingérente et circonscrit mes choix, mes préférences, mes décisions. Je suis libre dans la mesure où je ne suis pas limité par des forces extérieures. En ce sens, les corollaires en sont une certaine autonomie, une certaine morale du sujet moderne, que l'on peut dire également négative. L'autre voie explorée par Honneth, parallèle à la première, est la liberté réflexive dans laquelle est libre l'individu qui parvient à se rapporter à lui-même de manière à ne se laisser guider dans son agir que par ses intentions propres. Dans cette perspective, l'autonomie, la conduite morale, ou encore ce qu'il appelle l'éthicité, Sittlichkeit en allemand, relève d'une autodétermination qui participe du lien social, l'intègre et interagit avec les autres intentions propres à chacun. Alors que la perspective négative se définit par tout ce que les instances extérieures ne me contraignent pas à faire, la perspective réflexive se forme quant à elle par l'interaction volontaire et choisie avec ce que les instances extérieures me permettent de réaliser en leur sein. Donc si l'on transpose à la démarche critique dans le champ de l'esthétique, la liberté négative fut certainement l'un des socles de l'excessive autonomisation de l'art. Je peux critiquer comme je l'entends, comme bon me semble, à ma guise, dans la mesure où je ne suis pas limité par des forces extérieures. La critique réflexive consiste tout au contraire à rendre compte du fait que ma liberté de critiquer ne peut s'exercer qu'au sein d'un supposé extérieur auquel je suis inévitablement lié et qui devient de fait un intérieur puisque constitué par tous les débats internes de la critique. Dit de manière abrupte, je critique tant que je ne suis pas empêché ou contraint, manière négative. Je critique parce que j'interagis et dialogue avec autrui, manière réflexive. La critique est une participation à des pratiques normatives instituantes, car l'on attend une reconnaissance mutuelle de ces pratiques, elles-mêmes éventuellement critiquables. Et grosso modo, c'est un peu l'idée que j'essaie de défendre, c'est qu'en changeant de théorie et de pratique du sujet moral, donc qui est autonomie, liberté, critique et réflexivité, on change aussitôt de théorie et de pratique du sujet esthétique, lesquels mettent en avant l'intersubjectivité, le dialogue, l'interaction sociale, les débats critiques. Il faut insister sur le fait que ce changement théorico-pratique n'est ni mécanique ni naturel, mais un choix sociopolitique. Le monde social a institué le monde de l'art avec ses codes, règles, normes et fonctions, démontrant de fait l'illusion de la pure autonomie autant que son inéluctable rattachement à d'autres sphères de rationalité. Si on est la spécificité de la médiatisation par des symboles que sont les œuvres d'art, l'esthétique est elle aussi une interaction régulée par des normes, et il ne coûte rien de pourfendre l'esthétique moraliste ou le moralisme esthétique tant que les œuvres respectent les bienséances du moment. Les complications surgissent lorsque ni les règles de l'art, ni les règles sociales ne parviennent à contenir le dérèglement des sens et des sémantiques. D'où la continuelle nécessité de croiser les multiples systèmes symboliques. Mais c'est moins l'évidence de l'interaction des formes symboliques de l'art avec d'autres formes symboliques hétéronomes qui pose problème que les raisons pour lesquelles il devrait en être ainsi. La dichotomie des faits et des valeurs en esthétique se comprend aussi comme le résultat de la coupure fatidique entre poiesis et praxis, entre le faire et la pratique, mais on peut reconstruire leurs modalités interactives en vue d'aboutir à ce que l'on peut nommer une poétique de l'action. La création artistique oscille entre un champ de règles et de normes déjà constituées, donc externes à cette création, et des règles et des normes qu'elle cherche à instituer, ce qui serait le processus interne. Et puisque l'artiste n'est pas au-dessus des lois, on tient alors à démontrer qu'il est libre d'outrepasser les normes éthiques et morales, dans la mesure où il n'y serait pas soumis du fait d'être artiste. Cette revendication n'est pourtant pas esthétique, mais pratico-morale, à savoir, est-il légitime que certaines personnes puissent se soustraire, et à quelles conditions, aux règles, normes, lois qui régissent la société. Alors, si l'on prend des exemples dans les débats actuels, en bioéthique par exemple, dans certains cas, il y a certaines conditions fortement réglementées, tel acte médical est permis, telle recherche autorisée. Dans certaines situations de guerre, on justifiera la guerre juste et légitimera exceptionnellement la torture au prétexte que les informations détenues permettront de sauver des milliers de vies. Comparativement au monde de l'art, l'échelle des pratiques et de leurs conséquences dans ces domaines est largement acceptée, cela paradoxalement et de manière effrayante, à proportion inverse de leur gravité.
Plus l'action est horrible, plus fort son degré de dangerosité, d'autant plus légitimée sera sa justification. On en a des exemples récemment, malheureusement. Puisque les artistes sont majoritairement inoffensifs, pourquoi n'en irait-il pas de même dans le monde de l'art où l'on constate régulièrement des crimes sans victime? L'erreur à éviter ici est de penser que cette question est strictement esthétique alors qu'elle relève aussi du pratico-moral. La difficulté tient alors à la distinction nécessaire entre règles et normes de l'art et règles et normes du social, et règles et normes morales en art fondées sur les règles et normes morales du social. Que toutes sortes d'actions sympathiques, viles ou abominables n'existent comme telles que dans la fiction ne signifie aucunement que les valeurs et significations qui s'y trouvent véhiculées sont fictionnelles. Si les œuvres présentent et reconfigurent les actions des hommes, comme dit Aristote, l'intention du récepteur et de l'auteur ne sont pas coopératives. Elles s'engagent sur le mode pratico-sensible dans des agencements de normes qui réfèrent inéluctablement au monde réel et à des normes pratico-morales. Que les valeurs soient en représentation et représentées dans les œuvres d'art ne retire pas leur contenu axiologique et la circulation sociale effective dans la mesure où ils ne prennent sens que par leurs implications et conséquences pratiques. Les supports de valeurs que sont les œuvres d'art sont assurément des analogies, des métaphores, des forgeries, mais les valeurs elles-mêmes tirent leur force d'analogone du fait qu'elles ne se rapportent bien à des valeurs des plus concrètes. Et il est fictionnel évidemment que l'on tue un personnage dans tel roman ou tel film, mais il n'est pas fictionnel que pris en soi, l'acte de tuer soit axiologiquement neutre, y compris dans la fiction où il s'insère. Les cadres de référence pratico-morale ne sont donc pas fictionnels ni ne peuvent l'être si l'on veut reconnaître toute son importance humaine aux œuvres d'art. Même si tel objet fictionnel peut configurer une situation extrême ou inattendue, celle-ci n'est jamais si inconcevable ni incompréhensible que nous ne puissions le rapporter à une réalité pratico-morale non fictionnelle. Le pratico-moral concret a donc la précédence sur le monde fictionnel, cela non seulement chronologiquement et logiquement, on peut inventer des normes morales par soi-même isolément, mais surtout parce que nous sommes tout autant responsables du pratico-moral social que du pratico-moral fictionnel. L'autonomie de l'art est ainsi à entendre sur deux versants. S'il est possible de créer ses propres règles en art, il est peu probable, sans doute impossible, de se donner soi-même et par soi-même des règles morales qui ne seraient pas en interaction avec autrui. Si les significations d'une œuvre se réfèrent à un monde pratico-moral institué par les interactions sociales, lesquelles sont d'ailleurs la source de ces règles en art, on ne voit pas qu'il soit possible d'autonomiser artistiquement et esthétiquement ces éléments dans l'absolu. À nouveau en présence de la récurrente question de savoir si tout est permis en art, force est de constater que la relative autonomie des règles artistiques et esthétiques est instituée par des cadres pratico-moraux. Comme nous l'apprennent continuellement nos expériences esthétiques, par le jeu du faire-semblant, nous acceptons que des meurtres, des actes pédophiles, des viols, des relations incestueuses, des tortures soient perpétrés dans des œuvres et simultanément nous condamnons ces mêmes exactions au sein de notre monde pratico-moral réel. Ce monde pratico-moral est donc aussi institué en art, étant pour ainsi dire la norme régulatrice de ce qui est ou non acceptable fictionnellement. Une approche directe voudrait que le jeu de faire semblant soit fictionnellement prescriptif, dans la mesure où une réaction pratico-morale, étant sollicitée par telle situation, nous pousse à prendre position et que l'ensemble de l'œuvre nous enjoint à le faire pour que l'expérience esthétique fonctionne pleinement. Le prescriptif moral peut être dit fictionnel en ce que la prescription n'est valide que dans cette expérience précise, mais ne l'est pas ou ne pourrait plus l'être dans un contexte réel. Nous acceptons que Raskolnikov justifie un meurtre à coups de hache dans Crime et Châtiment de Dostoïevski, mais nous ne l'accepterions pas, même avec des circonstances atténuantes dans la réalité. Nous condamnons Anders Breivik pour la folie meurtrière perpétuée à Oslo et sur l'île d'Utoya le 22 juillet 2011, qui fit 77 morts et 151 blessés, mais acceptons bien pire dans des œuvres de fiction et accepterions même ces actes néofascistes si jamais on en faisait une fiction. Moraliser le jugement esthétique n'a pas de sens et s'avère d'ailleurs très dangereux pour la liberté de penser et de juger. Inversement, esthétiser la morale est aussi illégitime que de neutraliser axiologiquement les œuvres, puisque très souvent les problématiques morales qui s'y trouvent soulevées font partie intégrante de leurs valeurs esthétiques. Tuer un personnage dans un roman n'arrive que dans le roman, mais la valeur morale attribuée à cet acte existe indépendamment, et c'est sur cette base que s'appuie notre jugement esthético-moral. Dans les caves du Vatican, Lafcadio commet un assassinat de manière immotivée, sans raison,
Et c'est assurément là un acte fictionnel, mais qui requiert de notre part une prise de position morale externe, sans laquelle les ressorts internes du roman, donc sa morale interne, seraient inopérants. Donc il existerait des liens normatifs, en quelque sorte, entre la liberté morale et la liberté critique ou esthétique. Alors l'un des possibles passages entre ces deux moments serait ce qu'on appelle en philosophie la théorie de l'imagination morale, qui est souvent utilisée par les philosophes anglo-américains, mais qui est en réalité une invention de Gaston Bachelard. L'imagination morale, c'est dans L'air et les songes, en 1943. Et l'imagination morale a ceci de commun au pratico-moral et au pratico-sensible, donc à l'art, aux œuvres, à l'esthétique, que pour pondérer, décider, délibérer, puis agir et mettre en pratique une question ou mettre en œuvre ce que l'on pense être le bon choix, il nous faut tout d'abord imaginer les contextes et les situations, qu'il s'agisse d'un jeu de faire semblant réel ou d'un jeu de faire semblant fictionnel, puisque dans les deux cas, on imagine les actions et les conséquences possibles, tout en sachant que la confrontation au réel est autrement plus conséquente que la confrontation avec le fictionnel. De cette non-concrétisation réelle de l'imagination morale dans les œuvres ou à leurs propos provient assurément l'idée que cela ne porte pas à conséquence. On ne saurait pourtant écarter l'idée que des actions pratico-morales dans une œuvre d'art sont elles aussi prescriptives, cette fois fictionnellement, car ainsi que l'ont soutenu de nombreux auteurs, par exemple je pense à Iris Murdoch ou à Martha Nussbaum, qui sont justement deux auteurs anglo-américaines, elle nous permet d'élargir notre horizon moral et éthique, d'accroître nos expériences, nos modes de compréhension du monde et d'autrui, de développer notre acuité décisionnelle, d'affiner notre sensibilité morale et pratique. Il est clair que les modèles moraux fictionnels représentés dans les œuvres d'art ne peuvent être des règles ou des recettes d'éthique appliquées qui se substitueraient à une théorie de l'action morale effective. Mais s'ils offrent des modèles réflexifs et des jugements à travers des objets artistiques et esthétiques qui nous font agir et réagir sur plusieurs plans, y compris dans des champs d'expérience et de pensée que nous ne connaissions pas ou que nous ne pensions pas pouvoir vivre, ils relèvent bel et bien du pratico-sensible. Si l'on considère à la suite d'Adorno que les œuvres d'art cristallisent en elles des moments socio-historiques tout en refusant d'être leur simple reflet, cela signifie par là même qu'en elles se cristallisent des éléments pratico-moraux sans lesquels les œuvres ne pourraient pas innerver des pensées et des jugements qui agissent sur nos existences. Alors je vais revenir sur ce que j'avais dit tout au début pour terminer, sur la question de la poétique de l'action, qui est en fait une petite théorie, je dis petite parce qu'elle n'a pas été développée par son auteur, à savoir Paul Ricoeur, qui dans De l'action au texte a développé l'idée d'une poétique de l'action à travers les œuvres d'art et à travers l'imagination morale, justement. Justement, il essaie d'expliquer que ce rapport au monde, c'est un texte qui s'appelle Du texte à l'action, donc qui date de 1986, il essaie justement d'expliquer que ce rapport à l'interprétation des œuvres et des textes est une ouverture active sur le monde, cela précisément, je le cite, parce que comme un texte, l'action humaine est une œuvre ouverte dont la signification est en suspens. C'est parce qu'elle ouvre de nouvelles références et en reçoit une pertinence nouvelle que les actes humains sont aussi en attente d'interprétations nouvelles décidant de leur signification. Tous les événements et tous les actes significatifs sont, de cette façon, ouverts à cette sorte d'interprétation pratique par la praxis présente. L'action humaine, elle aussi, est ouverte à quiconque sait lire. Fin de citation. Outre que savoir lire implique vouloir lire, donc vouloir agir et intervenir dans la signification possible, les mondes imaginaires des œuvres élargissent nos capacités d'agir, sans omettre qu'imaginer est également une production, un engagement, une inscription pratique et sensible dans la fiction des œuvres. Ainsi que l'écrit encore Paul Ricoeur, toujours dans le même texte, je le cite, « L'imagination est bien ce que nous entendons tous par là, un libre jeu avec des possibilités, dans un état de non-engagement à l'égard du monde, de la perception ou de l'action. C'est dans cet état de non-engagement que nous essayons des idées nouvelles, des valeurs nouvelles, des manières nouvelles d'être au monde. » Fin de citation. Ce non-engagement ou distanciation, permis par l'imagination, revendique toutefois l'idée que cette dernière, je recite Ricoeur, est à la charnière du théorique et du pratique, en ce qu'elle est une force heuristique, et un peu plus loin, il dit aussi que la première transition du théorique au pratique est à portée de main, dans la mesure où ce que certaines fictions redécrivent est précisément l'action humaine elle-même, dans la mesure où la fiction s'exerce dans les bornes d'une activité mimétique, ce qu'elle redécrit est l'action déjà là. Redécrire, c'est encore décrire. Une poétique de l'action, c'est un des rares endroits où le mot apparaît, une poétique de l'action demande autre chose qu'une reconstruction à valeur descriptive. Fin de citation.
Bien que Ricoeur n'ait pas développé dans les textes ultérieurs cette poétique de l'action, qui ne se contenterait pas de la seule valeur descriptive, on peut aisément avancer l'idée que l'autre valeur ici visée est la valeur prescriptive. Élargissant cette notion de poétique de l'action à d'autres arts, d'autres formes, d'autres matériaux et d'autres situations humaines, on pourrait ainsi étendre cette idée d'interaction avec l'art ou d'agentivité à ce qu'on pourrait appeler une esthétique de l'action sociopolitique, ou ce que Castoriadis a nommé dans un ouvrage éponyme « L'institution imaginaire de la société », où il a tenté de renouer les fils entre poiesis et praxis, entre le faire et la pratique, dans la perspective d'une esthétique du projet humain et au nom du projet humain. Voilà, je m'arrête là, j'espère que j'étais dans les temps.